capsule, nous vous présenterons un survol sur les troubles bipolaires. Les troubles bipolaires, anciennement appelés troubles maniaco-dépressifs, sont des maladies mentales qui entraînent des dérèglements de l'humeur. Près de 700 000 personnes au Canada seraient atteintes de bipolarité de type 1 et 2, ce qui correspond à la population de la ville de Québec. Toutefois, malgré sa forte prévalence, cette maladie mentale demeure méconnue de la population générale. Les segments qui suivent mettent en lumière cette réalité. C'est une maladie mentale. J'avais compris que c'était associé à la maladie de la schizophrénie. J'avais compris qu'il pouvait avoir une forme de schizophrénie bipolaire. Moi, oui, bipolaire. Tout je connaissais un petit peu, oui. C'était quelqu'un qui a pas eu de bipolaire, c'est pas cadeau. J'aimerais bien te le dire, mais je le sais pas du tout. Typiquement, la bipolarité est caractérisée par une alternance entre des épisodes maniaques et dépressifs, dont l'intensité et la durée varient selon la forme de la maladie, mais également selon l'individu. Entre ces deux phases extrêmes, la personne qui souffre d'un trouble bipolaire retrouve son état normal. La 5e édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux classifie les troubles bipolaires en plusieurs formes distinctes. Les principales sont la bipolarité de type 1 et la bipolarité de type 2. La bipolarité de type 1 fait référence à la forme typique de la maladie. Elle se caractérise par une alternance entre des phases maniaques et dépressives majeures, entrecoupées d'intervalles libres. La bipolarité de type 2, quant à elle, est une forme légèrement moins sévère de la maladie où se succèdent des épisodes d'hypomanie, phase moins prononcée de la manie, et de dépression majeure. Je pense que c'est des changements. Changement, elle sait pas comment qu'elle est, un comportement un peu triste, elle s'en veut elle-même, ça fait qu'elle fait pas... Mais c'est des gens qui, dans la vie, assez souvent, fonctionnent bien, et quelquefois, ils ont des périodes où ce genre de maladie-là les amène à être très je peux dire, découragés, se sentent pas bien, ils voient tout en noir. Là, je suis pas un spécialiste, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Non, pas du tout. Maladie mentale, non. Comme son nom l'indique, la bipolarité comporte deux pôles, la manie, ou l'hypomanie, et la dépression. À chacun de ces pôles est associée une panoplie de symptômes qui permettent de diagnostiquer la maladie. D'un point de vue psychiatrique, la manie fait référence à un état d'excitation psychique et motrice avec exaltation de l'humeur et mégalomanie. La phase maniaque survient habituellement de manière brusque, mais peut être précédée par une période d'intensité modérée que l'on appelle l'hypomanie. Chez une personne en épisode maniaque, le premier symptôme à se manifester est généralement l'insomnie. On voit ensuite apparaître plusieurs sauts d'humeur. L'individu oscille rapidement entre l'euphorie et des moments d'irritabilité, où il devient colérique et peut éclater en sanglots à tout moment. Puis, le rythme de pensée s'accélère, tout comme le débit de la parole, traduisant l'excitation psychique. L'individu a de la difficulté à rester concentré sur une seule chose et son discours passe souvent du coq à l'âne. De plus, le patient en phase maniaque perd toute inhibition. Il chante au milieu de ses phrases et fait des plaisanteries parfois osées. À cela s'ajoute une hyperactivité excessive. Les accès maniaques typiques comportent également toujours une certaine mégalomanie, caractérisée par un sentiment exagéré de puissance lié à une estime de soi excessive. Par ailleurs, l'euphorie et la désinhibition poussent souvent le patient à adopter des comportements à risque, qui peuvent être lourds de conséquences. Aucun raisonnement ni aucune argumentation ne peut l'ébranler. Il arrive parfois que des épisodes de manie comprennent des symptômes psychotiques comme des désillusions ou des hallucinations. Il est difficile d'identifier les facteurs à l'origine des épisodes maniaques. Les éléments de stress ne sont souvent que de simples catalyseurs pour les individus présentant déjà une certaine vulnérabilité. Les épisodes dépressifs semblent se manifester de manière tout aussi soudaine. Un épisode dépressif est caractérisé principalement par une grande tristesse, une perte d'intérêt et de plaisir pour les activités habituelles et un ralentissement psychique et moteur. Les problèmes du sommeil sont également courants. Le patient ressent un manque d'énergie et d'entrain, ce qui se traduit par une grande lenteur, une difficulté à accomplir les tâches du quotidien. Au plan intellectuel, on observe des troubles de la concentration et de la mémoire. Les idées péjoratives sur soi-même sont fréquentes, amenant le patient à se déprécier et à se culpabiliser. Dans 60% des cas, les pensées de mort sont récurrentes, tout comme les idées suicidaires dans 15% des cas.
En général, les personnes atteintes de bipolarité passent environ 10% de leur temps en phase de manie ou d'hypomanie, environ 40% en phase dépressive ou mixte et sont stables environ la moitié du temps. Toutefois, la fréquence et la durée des épisodes maniaques et dépressifs sont très variables, allant de quelques mois à quelques semaines et même à quelques heures. C'est en fonction des symptômes typiques de la maladie que les troubles bipolaires sont diagnostiqués. Toutefois, comme les symptômes diffèrent d'une personne à une autre, il peut être très difficile de détecter cette maladie. De plus, le fait que les patients consultent habituellement qu'en épisode dépressif complexifie la tâche, considérant leur phase maniaque ou hypomaniaque comme normale ou du moins agréable. Les erreurs de diagnostic avec un trouble dépressif sont donc fréquentes. À ce jour, plusieurs théories tant biologiques que psychosociales tentent d'expliquer les causes des troubles bipolaires. Toutefois, dans le cadre de cette capsule, nous aborderons seulement les théories biologiques, dont les plus importantes sont celles de la neurotransmission, des dérèglements neuro-endocriniens et de la transmission génétique. Mais qu'est-ce que la neurotransmission? Il s'agit d'une activité complexe qui comprend divers processus tels que la synthèse et la libération de neurotransmetteurs par les neurones. Nous savons désormais que la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline sont les neurotransmetteurs les plus souvent en cause lorsqu'on parle du trouble bipolaire. Effectivement, les nombreux symptômes comportementaux liés à la dépression apparaissent lorsque les taux de ces neurotransmetteurs sont faibles. À l'inverse, les symptômes de manie apparaissent lorsque le taux de noradrénaline est plus élevé que la normale. D'autre part, les recherches d'Albert Post ont permis de décrire un phénomène très intéressant, soit celui de l'embrasement, qui est fondé sur le principe de neuroplasticité. Selon ce dernier, le stress viendrait altérer la neurotransmission, ce qui provoquerait un premier épisode de dépression ou de manie. Ce premier épisode engendrerait une sensibilité électrophysiologique. Par conséquent, l'épisode dépressif ou maniaque suivant exigerait un niveau de stress moindre pour se manifester. Ce phénomène expliquerait en partie la nature cyclique et progressive du trouble bipolaire. La deuxième cause que nous avons retenue est celle de la transmission génétique. Les résultats de nombreuses études effectuées au sein de diverses familles ont permis de démontrer que les parents atteints de bipolarité ou de dépression avaient beaucoup plus de risques de transmettre à leurs enfants ces maladies. Par exemple, une personne possédant un parent bipolaire a de 20 à 25% de risque de l'être également. En ce qui concerne les personnes ayant deux parents bipolaires, cette statistique est de 50 à 75%. Finalement, les troubles bipolaires pourraient être causés par des dérèglements neuro-endocriniens ou plus précisément par le dérèglement de l'axe limbique hypothalamo-hypophyso-surrénalien. À vrai dire, cet axe qui est composé de l'hypothalamus, des glandes hypophysaires et surrénales ainsi que de l'hippocampe est responsable de la régulation des réponses physiologiques au stress. Chez les personnes atteintes de troubles dépressifs et bipolaires, cet axe serait hyperactif et associé aux troubles du sommeil. Toutefois, il faut se rappeler que les causes que nous avons nommées sont davantage hypothétiques qu'avérées. J'imagine qu'il y a des médicaments pour les synapses au niveau du cerveau. Sinon, il y a la forme de thérapie, je suppose. Non, mademoiselle. Bien que les troubles bipolaires ne puissent être définitivement éliminés par la simple administration de médicaments, ces derniers peuvent toutefois aider à contrôler la maladie. Effectivement, depuis les années 50, de nombreuses avancées dans le domaine de la pharmacologie ont permis d'élaborer divers médicaments visant à traiter leurs symptômes. Toutefois, le choix du médicament peut être un long processus, étant donné qu'il en existe désormais une multitude pour tous les différents types de dépression et de manie. C'est pourquoi il est essentiel de consulter un professionnel de la santé. Un traitement psychologique est également souvent offert afin que le patient puisse élaborer des stratégies de gestion du trouble. De plus, les thérapies permettent de traiter les nombreux problèmes psychologiques, sociaux et interpersonnels souvent associés à la maladie. Plusieurs professionnels de la santé sont donc amenés à se mobiliser et l'ergothérapeute en fait partie. Il y a l'équipe de réadaptation, il y a des ergothérapeutes et on a un groupe qui revient 2 fois par année, qui est un groupe psycho-éducatif pour le trouble bipolaire. C'est un groupe qui a été monté à la base par Chaponneau qui l'avait créé. C'était fait par Bauer et McBride, qui est une infirmière et un psychiatre. C'est une approche qui a été vraiment de responsabiliser les gens, qui est introduit. L'Institut universitaire en santé mentale est parti au départ pour essayer de distribuer ça un peu dans la communauté, puis d'impliquer les 2 citoyens de la région, le Québec-Nord et Québec-Niveau, où on revient avec ce groupe-là 2 fois par année, 8 séances à chaque fois, puis qui est animé par une ergothérapeute
moi présentement, puis un collègue travailleur social. La première, on reçoit les références du guichet ou de l'Institut, des psychiatres, etc., des intervenants. Et là, on rencontre les gens en individuel. Moi, je vois les gens en individuel, on rencontre d'à peu près entre 30 minutes et 60 minutes maximum. On leur explique le contenu du groupe, puis on prend aussi le tout, comment ils sont rendus dans leur vie, comment depuis quand on a des polarités. Il y a des gens qui viennent d'avoir leur diagnostic, donc ça fait déjà plusieurs années, et on leur explique le contenu du groupe pour voir vraiment leur intérêt à s'impliquer là-dedans. Fait que 8 séances, puis ils vont vraiment aborder la manie, la dépression, les symptômes, les signes, c'est quoi, eux, leur profil personnel, les différentes stratégies, on parle du stress, d'hygiène de vie, on a une pharmacienne qui vient les voir, puis un témoignage d'une personne. C'est sûr que c'est du cas à chaque fois. Vu que c'est un groupe psycho-éducatif, c'est pas des clients que je suis moi en individuel et mon collègue non plus, travailleur social. Ce qu'on fait à ce moment-là, par exemple, à chaque séance, quand les gens viennent un après-midi, ils viennent dans le fond de 1h30 à 15h30, on offre le groupe une fois l'après-midi, l'autre séance se fait de soir. L'autre session, durant l'année, pour favoriser les gens qui travaillent aussi. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'en cours de route, nous, après le post-groupe, on fait toujours des notes à chaque client pour dire comment ils vont, qu'est-ce qu'on détecte aussi. Fait qu'à la fin, oui, il y a un bilan qui se fait, qui est écrit et transféré avec les intervenants du CLSC soit déjà impliqués ou avec l'accord du client à